Lumière. 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 Lumière sur les accents et leur représentation linguistique avec Grégory Miras, professeur en didactique des langues à l'Université de Lorraine, rattaché au laboratoire Analyse et Traitement informatique de la langue française à Nancy. Notre région est depuis très longtemps un lieu de passage. Nous avons 3 frontières et pendant des décennies, nous avons fait venir de la main-d'œuvre de nombreux pays. Ce brassage culturel enrichit notre territoire et les accents s'y mêlent. Les accents dits étrangers, que disent-ils de nous et que nous disent-ils ? Comment la société les accepte, les gomme, les stigmatise ? S'ils sont le sel et le poivre de nos langues, ils peuvent effectivement déranger. Pour mieux comprendre cela, nous recevons aujourd'hui Grégory Miras, professeur des universités en didactique des langues, chercheur à la TILF, Analyse et Traitement informatique de la langue française. Bonjour Grégory. Bonjour. C'est grave d'avoir un accent en France au XXIe siècle ? Et d'abord, c'est quoi un accent ? Alors, tout d'abord, pour rassurer, non, ce n'est pas grave d'avoir un accent, ce n'est pas une maladie, au contraire, c'est toute la diversité qui s'exprime à travers ces sonorités. Définir un accent, c'est quelque chose qui à la fois peut être facile, on le décrit souvent comme une façon de s'exprimer qui est relative à une origine linguistique, sociale ou géographique par exemple. Ce qui est important de comprendre aussi dans les accents, c'est que bien sûr il y a des marques linguistiques qui permettent de coder par exemple certains accents, mais c'est d'abord une certaine régularité de ces caractéristiques qui va permettre à la personne qui va entendre d'essayer de créer une hypothèse à partir de cette origine. Donc c'est d'abord quelque chose qui est pour l'auditeur. Est-ce que je suis capable de donner une valeur à ces éléments linguistiques ? Et ce que l'on voit, c'est que finalement, cette capacité, elle dépend beaucoup du parcours de chacun et de chacune sur la capacité à identifier ou non les accents. Et d'ailleurs, on n'est pas très bon pour identifier les accents. Donc, on est d'accord que c'est pas grave, ça c'est sûr. Et est-ce qu'on est aussi d'accord sur le fait que avoir un accent, ça a absolument rien à voir avec la maîtrise de la langue, la connaissance de la grammaire, etc. Alors l'accent, c'est vrai que c'est d'abord la réalisation, par exemple, de certaines voyelles, consonnes, éventuellement d'autres éléments qu'on appelle prosodiques, par exemple l'intonation, l'accentuation, des silences. Mais il est difficile de dire que l'accent, ce n'est que ça, puisque bien sûr, quand on s'exprime, on a tout un ensemble d'éléments linguistiques qui vont venir être mobilisés. Et l'accent, encore une fois, c'est une hypothèse, et on va formuler cette hypothèse à partir de différents points, comme je disais, des éléments de sonorité, mais aussi parfois, par exemple, des mots qui n'existent que dans certaines régions. Et donc, ces éléments, l'ensemble de ces éléments vont participer à la construction de cette hypothèse. Alors, on a l'impression qu'il y a quand même des stéréotypes liés aux accents. Alors oui, encore une fois, comme les accents, c'est quelque chose qui est une hypothèse qui est créée par le cerveau, il va aussi lui attribuer parfois une valeur esthétique. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a parfois certains universaux, bien sûr, puisqu'on partage un certain nombre de représentations ou de clichés. Si je prends l'exemple de l'accent espagnol ou italien-français, très rapidement, on nous dira que ce seront plutôt des accents chantants, par exemple, des accents méridionaux, solaires, puisqu'on va forcément les rapprocher très rapidement à des souvenirs de vacances dans ces pays-là. Au contraire, on voit par exemple que les accents plutôt scandinaves ou germaniques vont être plutôt traités d'accents froids ou durs, mais encore une fois, il est très difficile de dire que par nature, ces accents ont ces valeurs-là. Ce qu'on voit également, c'est qu'il y a une évolution de ces représentations qui dépendent beaucoup du temps et du contexte. On peut donner l'exemple de l'allemand qui a été pendant très longtemps une langue de l'opéra, donc quelque chose qui était particulièrement chantant. Avec les 2 guerres mondiales, on a vu un tout autre paysage se former et on retrouve notamment maintenant beaucoup de personnes qui vont penser que l'allemand, c'est une langue qui va être dure, une langue plutôt de la colère et avec beaucoup de consonnes, même si sur le plan linguistique, il est difficile en tout cas d'étayer ce point de vue. Est-ce que hommes et femmes sont égaux avec le même accent ? Alors, ce que l'on voit, c'est que les représentations sur l'accent ne portent jamais uniquement sur l'accent et sont toujours, en tout cas, renforcées par d'autres formes de représentation, qu'elles soient par exemple sexistes ou raciales. Et on a tout un ensemble de travaux qui nous montrent que, par exemple, sur les discriminations à l'accès à l'emploi par rapport à l'accent, alors la dernière étude que j'ai pu lire notamment montre qu'il y a 3 fois plus de discrimination sur l'accent chez les femmes
que chez les hommes. Donc il y a forcément ce rapport qui va être renforcé par d'autres paramètres. J'ai également amené une petite étude sur un certain nombre de célébrités françaises qui ont des accents. Et si j'en prends 2 qui sont assez comparables, par exemple Eva Joly, alors qui elle est d'origine franco-norvégienne, et Karl Lagerfeld qui est lui d'origine allemande, on a plutôt des représentations qui sont similaires, on va dire qu'ils ont des accents plutôt froids, plutôt durs. Mais du côté d'Eva Joly, alors à partir des élections de 2012, elle a été plutôt présentée comme ayant un accent qui était froid, dur, difficile, austère, alors que ce que l'on voit pour Karl Lagerfeld, c'est plutôt que son accent, c'est quelque chose qui va symboliser sa grandeur, sa grande capacité de création, etc. Donc ça participe à son côté artistique. Alors, le fait d'avoir ou non un accent peut-il être un atout ou un inconvénient dans la vie courante? Et je pense en particulier pour trouver un emploi. Alors c'est une question qui bien sûr appelle une réponse plutôt complexe quand on arrive du côté social de la réalité des accents. Alors la première chose que je peux dire, c'est que oui, on a un certain nombre de travaux qui nous montrent que finalement, déjà d'une part, le cerveau va avoir tendance à réagir quand il entend quelque chose de différent. Alors les accents font partie de cette différence, et notamment sur le plan social, il y a un certain nombre de travaux et d'études qui ont montré que finalement, quand on a un accent au travail, on va être perçu différemment des autres. Par exemple, un médecin qui aura un accent, soit certains patients vont refuser même d'être soignés par cette personne, soit vont considérer qu'elle a des compétences moins bonnes dans son domaine que les autres. De la même manière, il y a eu un certain nombre de travaux sur les témoignages dans des procès juridiques et qui ont montré que les jurés ont tendance à trouver que les témoignages sont moins crédibles si la personne a un accent et encore moins si elle a le mauvais accent. Voilà. Alors ça dépend bien sûr des contextes, il est difficile de le dire à ce niveau-là. Donc est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un inconvénient? Ça dépend finalement du contexte. On pourra aussi penser que dans certains contextes, par exemple des métiers très internationalisés, le fait de maîtriser plusieurs langues est valorisé, donc le fait d'avoir un accent n'est pas trop un problème, mais dans d'autres types de métiers, par exemple quand je suis dans un call center, donc quand je réponds à des appels, par exemple pour des problèmes techniques, là, le fait d'avoir un accent peut donner l'impression que je suis moins capable de répondre à la demande qui est portée. Est-ce qu'on note une perception, une évolution de la perception des accents étrangers depuis, une 50aine d'années ? Depuis le moment où on a pu commencer à engranger des données? Alors, en effet, on a cette difficulté qui est que la captation régulière de production de parole, elle est assez récente finalement, puisqu'on avait encore très peu accès à du matériel d'enregistrement massif qui nous permet d'avoir des grandes bases de données. Donc, il est assez difficile de dire est-ce qu'il y a eu une évolution ou pas. On peut bien sûr imaginer quand on voit notre société qui est globalisée, donc qui a augmenté le nombre de mobilités au niveau international, mais aussi le fait que l'on soit encore un petit peu maintenant dans une société qui promeut le vivre ensemble, la tolérance. On pourrait penser que finalement la tolérance aux accents serait supérieure. Alors ce que nous dit la psychologie sociale sur cette thématique, c'est que c'est un petit peu plus compliqué. D'une part, on voit que sur le plan international, on a un certain nombre de processus et de mouvements, notamment nationalistes, qui ont tendance peut-être à mettre de côté certains types d'accents. Et ensuite, ce que l'on voit par rapport à cette question de l'évolution, c'est aussi que même si j'ai plutôt une appétence pour la différence ou la tolérance, dans tous les cas, on a des réactions face aux accents qui sont aussi construites par rapport à nos propres relations et à nos propres préjugés. Et que donc, quand on est confronté à ce type de sentiments un petit peu contradictoires, on va avoir des stratégies qui vont être différentes. Alors, ce qu'on retrouve beaucoup dans le milieu professionnel, ce n'est pas l'accent qui pose problème, on va dire que c'est plutôt la compréhensibilité. On ne comprend pas l'autre parce qu'il y a quelque chose, mais c'est pas l'accent. Et souvent, notamment dans le milieu professionnel, la compréhensibilité est présentée comme une compétence professionnelle. Donc on peut écarter un profil parce qu'il n'est pas compris, notamment s'il est face à du public. La deuxième possibilité, c'est que si je suis vraiment trop en écart, en tout cas entre mes valeurs de tolérance et ce sentiment négatif, c'est aussi d'éviter ces situations. Et donc on peut, par exemple, ne pas vouloir se confronter à des candidats qui ont un accent, comme ça je n'aurais pas besoin de me positionner face à un recruteur qui pourrait refuser par exemple un profil de ce type-là. Mais il y a une vraie contradiction alors, parce que là on est de plus en plus dans un monde virtuel, sans frontières, et qui essaye de gommer, en particulier avec les outils d'intelligence artificielle, nos accents. Alors en effet, et notamment il y a une entreprise aux États-Unis qui a créé une intelligence artificielle pour neutraliser, alors il n'y a pas d'accent neutre, ça n'existe pas, mais neutraliser les accents notamment dans les call centers en disant voilà, on a des personnes qui travaillent dans ces call centers avec un accent,
ça pose potentiellement un problème avec des clients. Donc plutôt que de leur demander de les corriger, on va créer une IA qui va neutraliser ou en tout cas supprimer les marques qui posent problème. Alors le problème, c'est que ça ne résout pas non plus tous les problèmes, puisque au téléphone, peut-être, ça peut les solutionner, mais ensuite on a d'autres formes de discrimination, notamment sur la couleur de peau ou de sexisme qui peuvent apparaître. Sur la question de ces outils numériques, ils ne règlent pas non plus tous les problèmes. Alors, même si depuis quelques années, on arrive à avoir des IA qui sont basées sur des très grands corpus de données, donc ce qui nous permettent de faire des modélisations à partir de la variation. Ces modèles, notamment, par exemple, de reconnaissance vocale, quand je parle à mon téléphone et qu'il tape à l'écrit ce que je viens de décrire, par exemple, on voit qu'ils sont assez bons pour la parole typique. Et d'ailleurs, les individus ont plutôt tendance à surarticuler quand ils s'expriment face à de la reconnaissance vocale. Donc voilà, donc ces outils-là sont très bons sur de la parole typique, un peu moins bonne sur la parole plutôt atypique ou justement qui ne rentre pas dans les catégories qui ont été créées pour cet outil. Ce qu'on voit aussi, c'est que l'IA, elle a été créée par des humains et donc elle a les mêmes biais que les humains ont. Et notamment, on a certaines expériences qui ont été menées avec des assistants vocaux et on voit, alors l'expérience dont je parle, c'est une personne donc, qui parle en anglais avec un accent japonais à un assistant vocal qui va lui répondre en japonais avec des références culturelles plutôt japonaises et une autre personne qui va poser la même question avec un accent plutôt américain. Bon, j'essentialise ici. L'assistant vocal va lui répondre en anglais avec des références plutôt culturelles américaines. Alors, c'est vraiment très intéressant. Et moi, j'aimerais comprendre comment vous travaillez sur ces sujets si humains de la langue. Est-ce que vous allez sur le terrain ou est-ce que vous procurez de la matière première? Comment vous procédez concrètement? Alors l'accent, c'est typiquement un concept qui est particulièrement complexe et donc quand on traite d'objets complexes, on essaie d'avoir un certain nombre de données différentes et variées, c'est ce qu'on appelle des méthodologies mixtes par exemple. Dans mon cas, je suis donc didacticien en langue, je m'intéresse à comment on enseigne et on apprend notamment le français, la prononciation du français à destination des publics dits étrangers. Donc bien sûr, j'utilise comme beaucoup de chercheurs qui travaillent sur les représentations à partir de questionnaires par exemple, mais je travaille aussi beaucoup à partir d'entretiens, puisque les entretiens, notamment semi-compréhensifs, en tout cas, qui permettent de créer une relation à l'autre, permettent de venir chercher ces éléments identitaires, venir voir comment la personne construit sa représentation à l'accent, et souvent elle se livre beaucoup plus que ce qu'on peut avoir sur des données beaucoup plus quantitatives. Et comme je l'indiquais, donc je travaille principalement sur de l'enseignement, donc je mets beaucoup en place également des dispositifs d'apprentissage, et j'essaie de mesurer dans quelle mesure ces dispositifs permet soit de favoriser l'apprentissage de la langue, le développement langagier, soit éventuellement de travailler sur les représentations. Alors, quels sont vos prochains sujets de recherche ? Alors, ce sujet sur la discrimination sur l'accent, notamment au travail, est quelque chose d'assez nouveau. Alors, surtout en France, il y a quand même pas mal de travail sur la culture anglophone ou notamment américaine, mais qui présente des différences avec le contexte européen et français. Donc, on a voulu, à travers des premiers travaux, essayer de comprendre sur le plan qualitatif ce qui se passe. Donc, on est allé interviewer 20 personnes, des recruteurs, des candidats de différents horizons pour voir un petit peu ce qui ressortait de ces entretiens. Et maintenant, notre objectif, c'est d'essayer de construire des outils qui permettront notamment de sensibiliser les recruteurs à ces biais sur l'accent, notamment donc pourquoi on va catégoriser une personne à partir de sa manière de s'exprimer. On va s'intéresser aussi à ce qu'on appelle l'effet de halo, qui est pourquoi à un moment donné, à partir de certains éléments, on va se construire une représentation de la personne. Et aussi, ce que l'on veut faire, c'est essayer de sensibiliser les candidats au recrutement à la manière dont ils peuvent montrer ce qu'on appelle de l'agentivité, donc comment ils peuvent se positionner par rapport à leur accent, ou de l'empouvoirment sur comment justement je peux venir à un recrutement, dire voilà, ok, peut-être que j'ai un accent, mais j'ai d'autres compétences et peut-être que je peux vous apporter quelque chose que n'aurait pas quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est super intéressant parce que là, on voit vraiment les deux facettes de votre métier. La recherche fondamentale sur un sujet qui est pas évident au départ et puis l'utilisation de cette recherche à un moment donné par la société et en son bénéfice. Oui, c'est intéressant. Alors justement, quel a été votre parcours ? Alors mon parcours, comme on peut l'entendre peut-être ici, c'est que je viens du sud-est de la France, donc j'ai moi-même un accent, comme tout le monde d'ailleurs, tout le monde a un accent, donc j'avais plutôt un accent méridional du sud-est, et j'ai été amené à commencer mes premières années de licence à Lyon, et plutôt que réellement des réactions ou des remarques sur mon accent, c'est moi
qui ai commencé à entendre mon accent par rapport à une autre variété qui était plutôt lyonnaise, voire métropolitaine, c'est-à-dire voilà, on a une forme en tout cas d'uniformisation qui peut se passer à ce moment-là. Donc j'ai commencé à travailler sur certaines formes de mes réalisations, donc on entend encore quelques notes de mon accent, notamment peut-être les voyelles nasales, en, on, etc. Mais en tout cas, je me suis rapproché d'une certaine norme du standard ou du français de référence. Ensuite, j'ai aussi, donc pendant ma licence d'anglais, j'ai eu mes premiers cours de ce qu'on appelle la phonologie de l'anglais. Donc j'ai étudié le système phonologique de l'anglais et j'ai eu une sorte d'éclaircissement, en tout cas, de tout ce que j'avais pu percevoir quand je parlais anglais, quand j'ai pu apprendre l'anglais dans ma scolarité. Là, de l'analyser me permettait de mieux comprendre comment améliorer mon anglais. Alors, c'est pas toujours le cas, on n'est pas toujours obligé de passer par une forme de compréhension du système pour améliorer son accent, mais en tout cas, ça a été mon cas. Et ensuite, ça a été une succession d'opportunités. Je me suis dit, pourquoi ne pas enseigner l'anglais puisque c'est une langue que j'aime ? Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas enseigner plutôt le français dans un pays anglophone. Donc, j'ai fait des études de français langue étrangère en master, puis en thèse, puis ensuite j'ai fait une habilitation à diriger des recherches sur ces thématiques. Et comme vous l'avez indiqué, donc je suis maintenant très largement impliqué dans ce qu'on appelle la linguistique appliquée. Alors le terme appliqué est parfois mal vu, mais on le positionne surtout dans ce qu'on appelle, nous, des recherches situées, c'est-à-dire que justement on essaie de se poser la question de comment on peut répondre à des besoins du monde réel dans nos recherches et dans nos travaux. Est-ce que vous envisagez, ou est-ce que ça existe, des recherches sur les nouveaux accents ? C'est-à-dire la langue française, je parle de la langue française, il y a plein d'accents qui peuvent être régionaux, mais pas que. Il y a aussi des accents, je pense, peut-être dus à la position sociale, ou voilà. Et est-ce que vous savez s'il y a des recherches sur le sujet ? Alors moi, c'est vrai que je travaille principalement, voire uniquement sur les accents dits étrangers. Et c'est vrai que je fais souvent la différence puisque je travaille beaucoup sur les représentations, comme on le disait, les stéréotypes, les clichés. Et c'est très difficile en tout cas de mettre dans le même panier les accents étrangers et les accents soit sociaux, soit régionaux, puisqu'ils n'appellent pas les mêmes référents ou les mêmes relations que l'on peut avoir avec ces différents domaines. Cependant, en effet, il y a un certain nombre de travaux qui portent sur ces questions de... Alors, ils ne sont pas vraiment nouveaux. Ce qu'on voit, c'est que ces nouveaux accents, finalement, empruntent beaucoup de choses qui existaient dans le passé. C'est un petit peu comme ce qu'on appelle le parler jeune. Alors, il y a beaucoup de critiques sur cette appellation de parler jeune, mais on voit qu'il y a beaucoup de mots, finalement, qui sont utilisés par les jeunes ou les moins jeunes, mais qui existaient déjà avant. Il y a un exemple qui est celui de daronne, par exemple, ou daron, voilà, qui a été repris assez récemment, mais qui a existé déjà depuis très longtemps. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on a tout un certain nombre de travaux. Alors, par exemple, je pense à Maria Candéa, qui est à l'université Sorbonne Nouvelle, qui a notamment beaucoup travaillé pour montrer que ce n'est pas finalement tant des accents. Alors, elle a travaillé sur ce qu'on appelle les accents de banlieue, mais plutôt qu'un accent, c'est surtout un style. C'est-à-dire que c'est une manière sociale d'essayer de construire une forme de communauté, ou en tout cas d'un certain nombre de personnes qui se reconnaissent comme venant, en tout cas, soit du même lieu, soit du même milieu. Voilà, donc c'est plutôt des travaux qui vont porter sur cette dimension-là de comment on fait sens dans la société. Et donc le terme de style est mieux repris que celui d'accent. Et d'ailleurs, cette chercheuse avec un autre collègue ont créé un concept qui s'appelle la pluriphonie. Et donc plutôt que de penser les accents en termes de est-ce que j'ai un accent ou je n'ai pas d'accent, c'est plutôt le fait de montrer que chaque individu a plutôt un éventail phonologique et qu'en fonction des situations de son interlocuteur ou de ses émotions ou de son envie du moment, il va venir piocher. Alors parfois ça va être assez logique, on va garder quelque chose qui est homogène, et parfois ça va bouger, fluctuer beaucoup au sein même d'une production. Merci beaucoup, c'est vraiment super intéressant. On passerait des heures à vous écouter. Donc on se reverra certainement, ou on vous rappellera sur les ondes pour une prochaine fois pour voir l'évolution de vos travaux de recherche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Lumière sur les accents et leur représentation linguistique avec Grégory Miras, professeur en didactique des langues à l'Université de Lorraine, rattaché au laboratoire Analyse et Traitement informatique de la langue française à Nancy.